toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre notre chronique cybersécurité. On a le plaisir aujourd'hui d'être accueillis au cœur même de l'Assemblée nationale par monsieur le député Éric Bothorel. Merci monsieur le député de nous accueillir aujourd'hui. Je rappelle donc vous êtes le député des Côtes-d'Armor et vous êtes notamment le co-rapporteur de la mission d'information donc sur le marché unique numérique. On va en parler ensemble. Néanmoins peut-être rappeler quand même au départ que vous êtes de nombreux parlementaires à la fois au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat à vous être saisis de ce sujet du numérique et en particulier de la sécurité numérique. Et ça, effectivement, c'est très important. Avec Constance Le Grip, donc, qui est, je le rappelle, députée des Hauts-de-Seine, vous avez conduit ce rapport parlementaire donc, sur le marché unique numérique. C'est une question un petit peu délicate de vous demander finalement de nous faire un résumé de ce rapport en quelques minutes, mais quels seraient, j'allais dire, les points clés que l'on peut retenir et que l'on peut exposer aux internautes qui nous suivent? Alors, je vais le faire très rapidement, mais la chance c'est qu'on peut retrouver ces rapports sur les sites internet et les télécharger et pouvoir prendre le temps de les lire. Quelques sujets avaient été balisés pour être traités dans le cadre de ce rapport. Celui de la fiscalité des plateformes, c'est un peu loin des sujets que vous avez rappelés en propos introductifs et qu'on aura l'occasion d'aborder dans d'autres moments. Mais il y avait notamment la partie cybersécurité, il y avait la partie RGPD, e-privacy et évolution d'e-privacy, et puis il y avait la partie free flow of data, qui engage là aussi des éléments sur la partie sécurité. Les positions qui ont été les nôtres, pour arriver directement aux positions, plus que de revenir sur l'ensemble des auditions qui ont permis d'apporter ces conclusions, sur la partie free flow of data, c'est d'être effectivement favorable à une libre circulation des données au sein du marché européen. Je rappelle que la vocation du marché unique numérique, c'est la déclinaison d'une puissance économique sur le marché numérique pour que l'ensemble des entreprises, des jeunes pousses, puissent avoir un marché sur lequel elles s'adressent sans avoir à réinventer des réglementations toutes particulières et à chaque fois très nationalisées. Donc l'idée, totalement assumée, c'est de faciliter, de fluidifier et de mettre en œuvre cette libre circulation des données. L'autre élément sur cet aspect-là des choses, c'est de revenir un peu sur le concept que la France a fait sienne depuis quelque temps, qui était la notion de cloud souverain, qui revêt, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais qui est difficile à mettre en œuvre, à la fois pour celles et ceux qui demandent le service, et puis pour celles et ceux qui fournissent le service. Bref, de considérer que en matière de sécurité, la conception même, ou l'idée selon laquelle le fait de localiser la data sur son territoire national et l'alpha et l'oméga de la sécurité est certainement quelque chose à revoir. Enfin, sur la partie cyber, je pense que vous aurez peut-être d'autres questions ensuite sur la partie cyber, d'avoir l'équilibre entre l'agence européenne, dite ENISA, et nos agences nationales. En France, on a la chance d'avoir une agence de longue date investie sur le sujet, et pas unique autorité, puisqu'il faut aussi rappeler le rôle de la CNIL par ailleurs sur des sujets de protection des données, qui là aussi complète des dispositifs en matière de sécurité. Ce que nous avons dit dans le rapport, c'est n'ayons pas pour ambition d'avoir une approche totalement fédérale ou fédéraliste et totalement intégrée et s'appuyant sur un seul interlocuteur que serait par exemple l'ENISA qu'il faudrait faire monter en puissance, comme étant là aussi l'alpha et l'oméga de la certification, de la réglementation et de la qualification des produits, des services, des données en matière de cybersécurité. Et pour le coup, de réaffirmer à quel point l'ANSSI, et en coopération avec les agences des autres pays, de concert avec l'ENISA, peuvent participer à l'élaboration d'une approche cyber de l'activité économique autour du numérique au niveau européen. Bref, ne passons pas d'un modèle qui serait un modèle où nous avons aujourd'hui des agences autonomes françaises et nationales, puisqu'il existe des équivalents dans les autres pays, alors pas forcément avec les mêmes ressources, pas forcément avec les mêmes moyens, pas forcément avec les mêmes missions, mais il vaut mieux travailler en mode coopératif, faire monter en puissance l'ENISA et la faire travailler sur des sujets dont le spectre et le périmètre seront parfaitement limités, plutôt que de l'investir. Ce qui aurait pour effet, et là c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, bien évidemment de faire un nivellement par le bas des ambitions en matière de cyber.
Alors effectivement, monsieur le député, vous avez été finalement dans le sens de la prochaine question qui est dédiée à l'Europe. Alors vous avez évoqué l'ENISA, on pense tout de suite évidemment aux éléments qui ont été évoqués dans le paquet cyber, où beaucoup de points positifs ont été soulignés par les acteurs français, mais aussi des points qui ont appelé non pas à une, on va dire, au fait que ce soit contredit, mais en revanche qui ont interpellé et qui ont effectivement émis quelques questions. Alors le rôle de l'ENISA, c'était effectivement l'un des sujets, la certification aussi, le nivellement par le bas dont vous parliez effectivement, qui ne doit pas être la règle, mais bien au contraire, l'idée c'est de monter en puissance et de capitaliser les années d'expérience qui ont été mises à profit notamment par l'ANSSI, mais on pense aussi au BSI, etc. pour l'Allemagne et bien d'autres. Alors une question peut-être très large, mais vous saurez être effectivement synthétique, c'est comment est-ce qu'on peut relancer cette Europe du numérique ? Je crois qu'elle demande qu'à se relancer. Déjà, vous avez des initiatives qui sont les initiatives des acteurs économiques, des forces vives qui portent ces projets. Je pense qu'il faut continuer de discuter, de dialoguer. Il faut probablement faire évoluer aussi un certain nombre de positions. Vous avez rappelé dans votre propos introductif à quel point, dans le renouvellement d'un certain nombre de nos assemblées, et je pense à l'Assemblée nationale en particulier, vous aviez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs et d'élus qui viennent ou qui sont en proximité de ces sujets-là. Et je pense qu'on a une capacité d'aborder le sujet du numérique sans être ni totalement paranoïaque, ni totalement bisounours, parce qu'il y a une forme de culture qui permet d'appréhender le sujet dans ses grandes largeurs et parfois dans ses subtilités. De ce point de vue, comment on fait évoluer l'Europe ? J'allais dire que c'est comme sur d'autres sujets, c'est une affaire de consensus, mais il faut pouvoir motiver les positions qui sont les nôtres. Et s'agissant, entre autres, de la cyber et de la relation avec l'ENISA, je pense que si les acteurs français sont en capacité, par exemple, de bouger un petit peu sur une forme de doctrine aussi qui prévaut jusqu'à maintenant, je pense que c'est plus lié à une difficulté d'appréhender le sujet, ou en tout cas une méconnaissance. C'est beaucoup plus facile de dire, prendre un exemple très simple, on protège tout ce qui relève de la santé, ce sont des données de santé, donc on protège. Tout ce qui sort d'un OIV, ce sont des données sensibles, donc on protège. Quand on regarde en détail la manière dont les choses s'articulent, en vérité, vous avez des données sensibles, vous avez des données protégées, vous avez des données qui sont ni sensibles ni protégées. Quelle que soit la source qui l'émet, vous pouvez avoir une PME du sud de la France qui fait des plans d'Airbus et on considérera que ce sera une donnée sensible. Pendant longtemps, on a, par simplification, considéré que pour se protéger au mieux, il suffisait de prendre les grands ensembles et puis eh bien, on protège le tout, ce qui nuit d'ailleurs parfois l'innovation. L'idée progresse en Europe, et y compris en France, que cette approche n'est plus tout à fait adaptée et qu'il faut pouvoir évoluer. Et je pense que c'est dans les questionnements mutuels, à la fois au niveau de chacun des pays, et en participant à un projet collectif européen, qu'on peut bâtir quelque chose qui fasse sens, qui permette à la fois l'innovation, la protection des utilisateurs, la protection des usagers, la protection des données quand il s'agit de les protéger, et en même temps l'émergence d'un marché économique dont je rappelle que la vocation du marché unique numérique, c'est pas juste un truc de geek, ça doit pas être un truc de geek. Le marché unique numérique, c'est la possibilité de tirer la quintessence d'un marché qui permet de faire émerger des acteurs économiques sur l'innovation numérique, mais pas uniquement, et c'est bien ça l'enjeu. Alors une autre question sur notamment une déclaration que vous avez faite sur l'initiative française donc en faveur d'une taxe d'égalisation pour les entreprises du numérique. Vous avez salué cette initiative et vous avez, donc là je cite, souligné un premier pas vers la mise en place d'un système fiscal efficace et juste à l'échelle de l'Union. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus de quoi il en retourne et quels pourraient être finalement les contours de ce système ? À ce stade, on a lancé une initiative dont chacun disait il y a quelques semaines et quelques mois encore qu'il était impossible d'avoir une forme d'homogénéisation de la fiscalité, je pense notamment à la fiscalité des plateformes. C'était le sujet principal, mais c'est pas uniquement. J'étais hier avec la Fédération française des plateformes, et on évoque le cas des marchés qui se contractualisent à la fois entre ces fournisseurs de services, ceux qui délivrent le service et les usagers. On a tout un enjeu autour de la fiscalité ou même des aspects strictement sociaux sur les marchés de particulier à particulier utilisant les plateformes. Mais il n'aura échappé à personne que le principal enjeu, en tout cas la principale discussion aujourd'hui tourne autour de la fiscalité des plateformes. Initiative française lancée par le président Macron, reprise depuis et commentée par Bruno Le Maire sur le fait de pouvoir
progresser dans l'idée d'une fiscalité sur le chiffre d'affaires réalisé sur chacun des territoires. On l'a vu dans le courant de l'été, cette idée, elle a recueilli le soutien de plusieurs pays. Je crois qu'on est aujourd'hui dans autour de 15 pays au sein de l'Union européenne qui sont favorables à cette démarche. L'idée progresse. Il faut désormais la faire évoluer. Voilà, c'est probablement vers cela qu'il faut tendre. Et si je fais un point d'actualité par rapport à d'autres qui s'expriment, et encore récemment, pour dire il suffit de taxer les plateformes en France et puis de convertir cela sous forme de 50 000 € de primes à des jeunes de 18 ans. Moi, je me méfie toujours des idées franco-françaises isolationnistes qui ne participent en aucun cas à une réussite collective européenne. Et on le sait, la fiscalité sur les plateformes du numérique, elle n'aura de sens que si elle est à l'échelon européen. Tirons les leçons de ce que nous avons pu avoir comme échec autour de la taxe carbone, autour des écotaxes diverses. À chaque fois qu'on a une idée protectionniste, isolationniste ou qu'on joue franc-tireur, on perd. Sur ce dossier-là, la porte de sortie, elle sera européenne. Monsieur le député, une dernière question qui fait écho à l'un des derniers tweets ou l'un des derniers commentaires que vous avez fait sur les réseaux et qui fait écho aussi à votre déplacement à Las Vegas il y a donc quelques jours. J'ai envie de vous demander peut-être deux choses. La première, c'est ce que vous retenez de cet événement à la hauteur, donc effectivement très américain, donc assez gigantesque, hein, avec des participants, un nombre colossal. Ce qui vous a particulièrement marqué ou interpellé et puis donc suite à votre publication sur notamment le Small Business Act, donc dans cette loi TPE-PME qui fait suite notamment à un échange que vous avez eu avec une entreprise française sur place à Las Vegas. Oui, j'ai rétrocédé sur Twitter un échange avec une entreprise, mais j'aurais pu dire que c'était plusieurs entreprises qui se sont exprimées ainsi. Je vais revenir à l'origine de votre question sur ce que je peux retenir du CIS. Plein de choses. Dans le désordre, la montée en puissance de la reconnaissance vocale, qui progressivement finit par remplacer les requêtes habituelles. Je crois que chez Google, on était à peu près à 20% de requêtes en septembre 2017 en vocal, et on prévoit 50% en 2020. Ça a des incidences. Vous verrez la suppression des consoles centrales dans les véhicules de demain, puisqu'on n'aura plus besoin de les manipuler d'un point de vue kinesthésique ou digital, si on prend le terme américain, pour travailler avec la commande vocale. Commande vocale, il faut le rappeler, c'est un chipset qui tourne 24/24 et qui détecte la prononciation du Siri, de l'Alexa, etc. Bref, ça pose un certain nombre de questions. L'autre, ce que je peux retenir aussi du CIS, c'est la capacité qu'ont certaines entreprises à occuper des parts de marché de manière très rapide. Pour citer un exemple qui n'est pas français, celui de Nvidia par exemple, sur le stand sur l'espace automobile. Nvidia qui était connu des gamers pour être un fabricant de cartes graphiques avant tout, aujourd'hui devient un partenaire, un acteur incontournable de la voiture autonome, compte tenu de sa puissance de calcul et de sa faiblesse de consommation en matière énergétique, donc sur des systèmes embarqués. Voilà un acteur qui hier n'était que sur un segment donné et qui aujourd'hui occupe un nouvel espace, et c'est de la diversification. Ce que je retiens du CIS aussi, c'est une sensibilité, même outre-Atlantique, même chez les acteurs outre-Atlantique, à le nécessaire rééquilibrage entre les libertés des utilisateurs et en même temps l'exploitation des données. C'est-à-dire que pendant longtemps, ça a été un peu la foire. Le RGPD y est pour quelque chose. Ça transpire jusque outre-Atlantique. Et enfin, peut-être, pour revenir au sujet initial, cette sensibilité sur les données, elle s'accompagne aussi d'une sensibilité sur la sécurité. Je ne vais pas dire que tout le monde fait du security by design, mais on emploie le terme, de la même manière qu'on en parlera certainement sur l'IA. Il y aura de l'éthique by design aussi un jour, et ça revient à nos questions initiales, de la capacité qu'on a de s'appuyer sur des agences pour faire la certification, ou est-ce qu'on fait aussi dès l'origine de la conception des produits, est-ce qu'on fait de l'auto-évaluation, etc. Donc ce que je peux retenir du CIS, c'est une présence très forte de cette appréhension positive de ce que peut représenter le RGPD comme étant un nouveau rapport entre à la fois ceux qui produisent les services, ceux qui produisent les produits, et la manière dont ils vont être accueillis par les utilisateurs. En ça, on a quelques pépites françaises, je ne voudrais pas toutes les nommer, mais je peux en nommer quelques-unes. Moi, j'étais bien évidemment sur le stand de Quant, qui n'était pas tout seul, puisqu'ils accompagnaient quelques entreprises, mais aussi d'autres entreprises de ma circonscription. Je pense à certaines entreprises qui travaillent sur soit LoRa, soit sur du LTE 4G, 4M, pardon.
Bref, pas mal de choses, et puis des gens qui font des clés, pour illustrer un peu mon propos, des gens qui font des clés USB avec du chiffrement, accompagné d'une sécurité supplémentaire, parce que vous pouvez lire la clé que si vous êtes à proximité de votre téléphone. Vous avez aussi une belle pépite française qui fait la reconnaissance vocale, mais je sais qu'il y en a une sur ma circonscription qui y travaille aussi, en dehors du cloud, c'est-à-dire en partie autonome, à partir d'un petit Raspberry Pi, où on fait du traitement de reconnaissance vocale sans avoir ces données qui vont sur toute la planète. Donc voilà, à la fois des éléments de sécurité, à la fois des éléments de relation avec les utilisateurs, et puis en même temps ces bouleversements permanents dont il est difficile pour nous de prédire quelle sera la future rupture, la future disruption qui va bousculer à la fois l'usage et le marché, ce qui pour un législateur nous incite à une forme de prudence, ou en tout cas d'humilité sur la nécessité de légiférer, parce que si on devait écouter le marché, on légiférerait chaque matin et on mettrait en œuvre probablement des décrets qui seraient inapplicables, puisque le sujet sur lequel on aurait légiféré serait déjà bousculé par la prochaine innovation. Donc il faut rester en veille, il faut que les nombreux acteurs dont vous avez rappelé que le renouvellement, encore une fois, de l'Assemblée nationale faisait qu'un certain nombre d'entre nous, sur la robotique, sur la photonique, sur le numérique, se sont saisis de ces sujets. Et moi, je vais travailler avec un certain nombre d'entre eux, mais évidemment, sur la donnée, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain et sur la cybersécurité, puisque vous avez rappelé que c'était un des sujets qui me préoccupe, mais c'est aussi parce que je suis réserviste de la cyberdéfense. Voilà. Alors peut-être juste le dernier point sur ce Small Business Act dans la loi TPE-PME qui fait suite notamment à des déclarations, donc on l'a compris, de plusieurs PME ou start-up françaises qui, semble-t-il, vous a un petit peu interpellé. Oui, je pense qu'il faudra qu'on s'interroge sur sur les réflexions qui nous sont ramenées, de cette incapacité qu'on a à pouvoir appréhender de l'innovation quand s'agissant des grands groupes par exemple, et parce qu'ils sont contraints aussi par une forme de code des marchés publics ou parce que d'autres réglementations se tiennent éloignées. Je portais la responsabilité à personne, pas plus sur les acheteurs que sur la procédure en elle-même. Mais en tout cas, on le voit, il est plus facile, par exemple, de vendre une innovation au ministère de la Défense américaine qu'au ministère de la Défense française. En tout cas, c'est ce que nous témoignent certains. Donc moi, je veux bien prendre toutes les précautions de langage qu'il faut pour ne incriminer personne. Mais on ne peut pas rester ignorant de ce que l'on nous remonte. Et de ce point de vue, il y a un véhicule législatif qui va arriver, puisqu'il y a la loi Pacte qui va arriver, et je pense qu'il faut que nous puissions, à cet endroit-là, porter les réformes qui permettent, et si on identifie qu'il y a un certain nombre de freins aujourd'hui dans la loi qui ne permettent pas à ce moment-là de se saisir de ces innovations, il faut que nous, législateurs, nous puissions les identifier, porter les réformes pour que chacun puisse avoir sa chance et que nos entreprises françaises, nos grands groupes français puissent bénéficier des talents et de l'ingénierie qui peut exister chez nous et portés par un certain nombre d'acteurs. C'est assez frustrant d'imaginer qu'il y a des technologies françaises qui s'exportent bien quand elles ont du mal à s'exprimer ici. Il y a des grands enjeux sur la santé, on a des grands acteurs sur la e-santé, on a des grands acteurs sur la cyber, on a des grands acteurs, généralement, quand vous regardez les quartiers de la French Tech et la délégation française au CIS de Las Vegas, aucun des sujets n'est ignoré. Il faut de ce point de vue que ces talents puissent au moins trouver une reconnaissance sur leur territoire national. Merci beaucoup, monsieur le député, de nous avoir accueillis ici au cœur de l'Assemblée nationale et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Restez connectés pour suivre les prochaines interviews dédiées à la cybersécurité. Merci beaucoup. Très belle journée à tous.